Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée à un spectacle mis en scène par Thomas Quiardet et sa collaboratrice Jeanne Candel. Il s'agit de la villégiature de Goldoni, trilogie dont Thomas Quiardet s'empare des deux premiers volets. Alors pour cette minute pédagogique, je vous propose dans un premier temps quelques éléments concernant Carlo Goldoni, son théâtre et bien évidemment la pièce qui nous concerne, la villégiature. Ensuite, nous verrons quelques éléments concernant Thomas Quiardet, la scénographie et la distribution. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques pour apprécier et exploiter au mieux le spectacle avec vos élèves. Ainsi, intéressons-nous à Goldoni, son théâtre et à la villégiature. Qui est Carlo Goldoni ? Carlo Goldoni est né en 1707 et mort en 1793. Il poursuit des études de droit, études scandées par la volonté de se laisser aller à une liberté quelque peu épicurienne, mais aussi un goût très prononcé pour l'écriture et le théâtre. Alors c'est justement alors qu'il est en troisième année au collège de Pavie qu'il rédige son premier poème satirique, il s'agit de Il Colosso, qui lui vaudra d'être exclu de son collège justement. Pourquoi ? Parce qu'il a ridiculisé les filles des grandes familles de la ville. Fonctionnaire de la justice criminelle, directeur de théâtre, consul de Venise à Gênes, avocat à Pise, professeur d'italien des filles de Louis XV et des sœurs de Louis XVI, Carlo Goldoni touche à la vie en multipliant les expériences et notamment en tant qu'auteur dramatique. En effet, après s'être essayé à la tragédie avec sa première pièce Amalasuntha, après s'être détaché aussi des règles aristotéliciennes du théâtre, il trouve la voie qui le portera au sommet. Il s'agit bien évidemment de la comédie. Puisqu'effectivement, sachons-le maintenant, Carlo Goldoni est considéré comme le créateur de la comédie italienne nouvelle et aussi comme le Molière italien. Intéressons-nous dès lors à la rénovation de la comédie par Goldoni. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est le fait que Goldoni va combiner diverses influences. La commedia dell'arte d'une part, Molière d'autre part, puisqu'il est soucieux de rénover ce genre de la comédie pour lui redonner des lettres de noblesse qu'elle a perdues dans la répétition des mêmes schémas, des mêmes thématiques, des mêmes clichés. Ainsi, Goldoni prend-il le parti de défaire la comédie de tous ces lazzi vulgaires qui viennent souiller la qualité des différentes pièces. Et c'est ainsi qu'il va donc proposer un travail beaucoup plus épuré, un travail qui va faire du lazzi quelque chose de plus minutieux, de plus travaillé, de manière donc, encore une fois, à redorer le blason de la comédie. Ainsi, outre le fait qu'il propose des lazzi de meilleure facture, Goldoni va aussi faire disparaître progressivement l'improvisation pour laisser place à des dialogues de plus en plus travaillés, de plus en plus écrits, qui se suffisent à eux-mêmes. Je pense par exemple notamment à la pièce Arlequin, serviteur des deux maîtres, pièce dans laquelle on va retrouver d'ailleurs les personnages de la commedia dell'arte, avec notamment Brighella, évidemment, Arlequin ou encore Pantalone, personnage qui va toutefois évoluer progressivement dans les œuvres de Goldoni. Alors par ailleurs, ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'il va évoluer au fil des années vers la comédie de mœurs, sans les masques cette fois, avec, je donne quelques pièces comme ça, mais la famille de l'antiquaire. On retrouve donc le personnage de Pantalone, je le disais à l'instant, qui va être beaucoup plus sage et qui va, une fois bonifié, être le garant d'une sorte d'ordre familial, qui est très typique d'ailleurs au XVIIIe siècle. À ce titre, il me semble intéressant de vous lire un passage des mémoires de Goldoni, mémoire très intéressante parce que justement, elle justifie, elle légitime ses choix dramaturgiques. Et en l'occurrence, voici ce qu'il dit du masque au théâtre. Le masque doit toujours faire beaucoup de tort à l'action et à l'acteur, soit dans la joie, soit dans le chagrin. Qu'il soit amoureux, farouche ou plaisant, c'est toujours le même cuir qui se montre. Et il a beau gesticuler et changer de ton, il ne fera jamais connaître par les traits du visage, qui sont les interprètes du cœur, les différentes passions dont son âme est agitée. Ensuite, dans ce même passage, il évoque la comédie grecque et italienne en légitimant le choix du masque à l'époque en tant que porte-voix, et il termine donc cette page. On veut aujourd'hui que l'acteur ait de l'âme, et l'âme sous le masque est comme le feu sous les cendres. Voilà pourquoi j'avais formé le projet de réformer les masques de la comédie italienne et de remplacer les farces par les comédies. Donc là, on voit dans cette citation que je fais des mémoires qui avait vraiment pour objectif donc, de renouveler complètement les démarches précédentes concernant la comédie, comme Molière avait pu le faire en son temps aussi, en redorant le blason de la comédie héritée de l'Antiquité. Amélioration des lazzi, disparition des masques, la comédie, selon Goldoni, doit encore évoluer pour aboutir à un travail beaucoup plus complet. Il s'agit donc dès lors pour lui de travailler sur un théâtre beaucoup plus choral, un théâtre choral qui va justement être la clé d'un partage de la scène par les différents acteurs qui composeront la pièce. En effet, il faut bien savoir que chez Goldoni, la place publique devient le lieu privilégié des histoires, puisqu'effectivement tout le monde peut ainsi se croiser dans un univers où toutes les classes sociales aussi peuvent s'affronter justement.
Alors là, je pense à des pièces comme La Locandiera, l'aubergiste en français, ou encore la pièce intitulée Les Rustres. Alors toutefois, déçu par la réception de ces pièces en Italie, et notamment par le comportement des comédiens italiens, Goldoni va s'exiler en France en 1762. Alors s'exiler pour rejoindre une troupe de comédiens italiens aussi, donc à Paris, en multipliant les arlequinades et en faisant jouer notamment une pièce qui a connu un grand succès, à savoir Le Bourru bienfaisant, à la Comédie Française d'ailleurs. Alors, 212 pièces au total, 212 pièces dont une grande partie incarnent les valeurs du siècle des Lumières, ce qui me paraît aussi très important, avec un sens du civisme qui est assez aisément identifiable et des idées progressistes que l'on retrouve dans bien des œuvres des grands auteurs français du XVIIIe siècle. Alors, s'il y a d'autres choses à retenir du théâtre de la comédie de Goldoni, c'est aussi cette inscription dans le réel, puisqu'effectivement Goldoni a ce souci du détail, ce souci aussi de proposer un reportage minutieux du réel, justement, ce qui lui vaudra d'ailleurs les attaques de son grand rival italien, Carlo Gozzi. D'autre part, il y a aussi la transcription des faits du quotidien par un rythme assez intéressant que vous pourrez d'ailleurs exploiter dans le spectacle qui vous est proposé, mais aussi dans une langue parlée. Enfin, dernière chose, l'entrée polémique dans son théâtre des différentes catégories sociales, des groupes sociaux très concrets. Vous allez voir que là, encore une fois, dans la pièce qui nous concerne aujourd'hui, c'est assez important à exploiter. D'autre part, si vous désirez vous attacher à une œuvre, outre la villégiature, qui puisse rendre compte du travail sur la comédie de Goldoni, vous pouvez lire La Locandiera, pièce qui va révéler Goldoni en 1956 dans une mise en scène de Uccello Visconti. Alors en effet, il s'agit d'une pièce dans laquelle vous avez le personnage principal, donc Mirandoline, aubergiste, courtisé par deux clients généreux. Et un autre personnage arrive, un chevalier, et ce chevalier, en fait, tient des propos misogynes à son égard. Et c'est ce qui va la séduire, justement, et elle va donc tenter de le séduire. Et à ce moment-là, bien sûr, tout s'écroule pour elle en même temps, et elle décide à la fin de se marier avec son valet et fiancé, qui témoigne de sa sagesse acquise et qui vient donc bien rendre compte de cette thématique aussi propre aux Lumières, de la cellule familiale, du respect des conventions et de la sagesse qui est prônée. Intéressons-nous maintenant à la villégiature. La villégiature est une trilogie écrite en 1761 et représentée cette même année pour le Théâtre San Luca de Venise. Il s'agit donc de 3 pièces en 3 actes chacune qui s'imposent comme une vaste comédie de sentiments, mais qui aboutissent toutefois à une conclusion pathétique. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, puisqu'on voit encore une fois comment ces auteurs tels que Molière ou encore Goldoni ici parviennent à exploiter le réel et des situations plus ou moins graves pour en faire de la comédie. 3 titres donc pour cette villégiature. Le premier titre, La manie de la villégiature. La deuxième, Les aventures de la villégiature. Et la troisième pièce s'intitule Le retour de la villégiature. Alors de quoi s'agit-il ? Cette trilogie propose une histoire qui se déroule en un été, à Livourne pour la première et pour la troisième, à Montenero, lieu de la villégiature, pour la deuxième pièce. Alors nous avons 2 familles, la famille de Filippo et la famille de Leonardo, qui décident de partir en villégiature. Et ils vont passer leur temps, en fait, à s'occuper, à commérer sur des différentes situations, à dépenser aussi une fortune qu'ils n'ont pas. Et bien évidemment, on imagine assez aisément la tension que cela va produire, puisqu'ils dépensent plus qu'ils n'ont. Alors évidemment, portés par la volonté de rivaliser avec l'aristocratie dans des activités qu'elles ne peuvent assumer, ces familles nous laissent assister aux préparatifs dans la première pièce, au déroulement de la villégiature et aux dépenses afférentes évidemment, pour ensuite dans la troisième pièce, s'imposer dans un retour à la réalité. Alors, ces familles rivalisent de stratagèmes, je le disais, pour faire croire qu'elles peuvent vivre dans les apparences, et on verra dans la deuxième pièce que rien ne se passe comme prévu. Et là, je vous laisse découvrir bien évidemment l'histoire lors du spectacle. Alors, pour terminer sur ce premier axe autour de Goldoni, je vous propose une citation qui va nous permettre de comprendre un peu les intentions qui portent son œuvre, La villégiature. Alors cette citation, je la saisis encore une fois dans les mémoires que vous pouvez consulter sur le site de la BNF. « J'avais parcouru sur ma route plusieurs de ces maisons de campagne qui bordent la Brenta, où le luxe déploie son faste. C'est là où nos ancêtres n'allaient que pour recueillir leurs biens, qu'on va aujourd'hui pour le dissiper. C'est à la campagne où l'on tient gros jeu, table ouverte, et où l'on donne des bals, des spectacles, et c'est là où la Sissis Beature italienne, c'est-à-dire l'état de celui qui se fait chevalier servant d'une femme, sans gêne et sans contrainte, fait plus de progrès que partout ailleurs. » Donc là, c'est dans le livre 2 du chapitre 23 des Mémoires. Alors évidemment, on voit bien effectivement ici les intentions qui portent l'œuvre de Goldoni, la villégiature, puisque c'est vraiment l'idée, c'est la volonté de critiquer ces bourgeois qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent à tout prix ressembler aux nobles. Ce qu'on pouvait déjà retrouver d'ailleurs dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, par exemple. Alors après ce topo concernant le théâtre de Goldoni, je vous propose maintenant quelques éléments concernant Thomas Chiardet, sa collaboratrice bien évidemment, la scénographie et la distribution.
Qui est Thomas Quillardet? Né en 1979 et lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs en 2007, Thomas Quillardet entre aux ateliers du Sapajou en 1998 où il suit pendant 2 ans, auprès de Arnaud Meunier par exemple, des cours d'interprétation, de diction, de chant mais aussi d'acrobatie. Il intègre ensuite le studio du théâtre d'Asnières, puis fait la rencontre de Stanislas Nordet dans le cadre d'un stage au Théâtre national de Bretagne. À partir de 2003, Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène et monte notamment Les Quatre Jumelles du dramaturge argentin Coppi à la Guitacte, qui est un lieu de recherche et de création théâtrale à Paris. Il met également en scène une visite inopportune du même auteur dans un atelier du Conservatoire national et Le baiser sur l'asphalte de Nelson Rodriguez. C'est en novembre 2005 que Thomas Quillardet organise le festival Teatro El Obras au Théâtre de la Cité internationale dans le cadre de l'année du Brésil. En 2007, il monte à Rio de Janeiro 2 monologues de Coppi, encore une fois, à savoir Le Frigo et Loretta Strong. En 2008, il met en scène un spectacle que vous avez pu voir au Phénix l'an dernier, à savoir Le Repas de Valère Novarina, et on retrouvera d'ailleurs dans le spectacle de la villégiature certains comédiens qui étaient déjà dans Le Repas. À ses côtés, Jeanne Candel, collaboratrice artistique, qui avait notamment travaillé au Sensad avec Joël Joanneau, Philippe Adrien ou encore Apat Schilling. Alors, elle avait déjà travaillé aussi avec Thomas Quillardet sur le spectacle évoqué par ailleurs, à savoir Les Quatre Jumelles de Coppi. Alors, ce qu'il faut savoir par ailleurs, lorsque vous irez voir le spectacle proposé par Thomas Quillardet, c'est qu'il a fait le choix de ne prendre que les 2 premières pièces de Goldoni, les 2 premières parties de la villégiature. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'ailleurs la villégiature avec Jeanne Candel? Je vais donc expliquer ça à partir d'un propos qu'a tenu Thomas Quillardet. Mettre en scène un spectacle d'après la trilogie de la villégiature nous semble nécessaire, car c'est mettre en scène la fin d'un monde, celui d'une Venise en pleine déroute économique, où il ne reste plus qu'un spectacle, la vacuité de l'extravagance bourgeoise. Celui d'une Europe à l'orée d'une révolution démocratique, où se débat une génération perdue, trop romantique pour pouvoir résister à son époque, trop tendre, malgré son apparente désinvolture, pour savoir sagement vieillir. Donc, ces propos de Thomas Quillardet nous renseignent plutôt bien sur les intentions qui portent sa mise en scène et ses choix, eu égard à ce qu'on a déjà dit d'ailleurs en première partie concernant l'œuvre de Goldoni. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un spectacle d'une mise en scène à partir du théâtre de Goldoni. C'est-à-dire que Thomas Quillardet va faire des choix, va aussi donner une grande place à l'improvisation, ce qui avait quelque peu banni Goldoni, et il va proposer une traduction via un traducteur qui va travailler en relation avec le plateau en permanence. Et ce qui fait qu'on va aboutir à un spectacle qui va être aussi construit par les acteurs, qui vont s'imprégner de la langue goldonienne, qui vont s'imprégner du travail de Goldoni, pour ensuite pouvoir s'en échapper en gardant ce style goldonien. Intéressons-nous maintenant à la scénographie proposée par Kim Lanen-Nguyen Thi, dont vous avez pu voir le travail déjà l'an dernier sur le spectacle de Novarina, Le Repas. Alors, si l'idée de départ était de proposer une mise en scène contemporaine, Thomas Quillardet s'est ensuite plongé dans un travail qui puisse ancrer la pièce dans l'époque dans laquelle elle a été écrite, à savoir le XVIIIe siècle. Ainsi, il respecte le siècle dans lequel s'ancre l'histoire, avec des costumes et un traitement qui ne laissent pas de place aux anachronismes. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que le spectacle est divisé en 2, qui correspondent somme toute aux deux pièces de la trilogie, aux 2 premières pièces de la trilogie, avec une première partie qui se déroule dans un espace très restreint, à l'avant-scène, un espace qui va être très encombré de cartons et de valises, pour signifier justement ce désordre et cette en-allée vers la villégiature, avec notamment un joyeux désordre qui va aussi permettre de montrer une bourgeoisie qui s'effrite en soi dans l'action qu'elle mène pour essayer de ressembler à la noblesse. Alors, si la première partie propose comme décor en fond de scène un immense mur en contreplaqué, ce décor va tomber pour la deuxième partie pour laisser apparaître les béquilles qui le soutenaient de prime abord et un immense nuage qui va signifier cette pluie, laquelle va exiger des personnages qu'ils restent en huis clos pour pouvoir justement se laisser aller aux tensions, à la jalousie, au commérage et à toutes les situations qui vont permettre évidemment à l'histoire de s'ouvrir vers les intentions qui gouvernent l'ensemble. Pour être plus précis, ce décor s'impose comme une sorte de chantier inachevé, un espace déconstruit peut-être aussi, comme appauvri, qui va toutefois permettre aux différents personnages de se croiser en permanence, de faire des allers-retours, de claquer les portes, un peu comme on peut voir dans le théâtre de Feydeau, que vous avez pu voir aussi l'an dernier au Phénix. C'est-à-dire tout un théâtre qui va aussi montrer, qui va mettre en valeur la bourgeoisie dans ce qui s'impose de plus fragile en elle aussi. C'est-à-dire que cette bourgeoisie qui s'effrite progressivement, je le disais tout à l'heure, et qui se perd dans l'inconstance. Inconstance aussi, donc signifiée par le décor. Plus rien de solide, bien évidemment.
Du contreplaqué, je le disais, un écran photo aussi qui va permettre, dans la première partie notamment, de signifier les deux familles et les deux maisons, à savoir celle de Filippo d'une part et celle de Leonardo d'autre part. Passons maintenant à la distribution. Alors pour incarner ces différents personnages, Thomas Chiardé fait appel à une équipe de 8 comédiens qui vont, pour certains, jouer 2 rôles. Alors nous avons dans le rôle de Leonardo Pierre-François Pommier, dans le rôle de Vittoria nous avons Malou Fourdrinier, les rôles de Seco et Brigida Marion Verstraeten, qui avait déjà joué aussi dans le Novarina de l'an dernier. Vous avez Filippo qui est joué par Olivier Achard et que vous trouviez aussi dans le repas de Novarina, Giacinta jouée par Claire Lapère-Mazera. Vous avez Ferdinando, joué par Aurélien Chaussade, Giulielmo par Yann Peters, ou encore Sabina et Giulienza, joués par Elisabeth Massef. Après ces différents éléments concernant le travail de Goldoni et la mise en scène proposée par Thomas Chiardé, je vous propose maintenant des pistes pédagogiques pour apprécier et exploiter au mieux le spectacle avec vos élèves. Tout d'abord, pourquoi ne pas inviter les élèves à faire une recherche sur les motivations qui gouvernent le choix de la villégiature en Italie et en France d'ailleurs aussi au XVIIIe siècle? En effet, si Goldoni a choisi pour thème central de cette trilogie la villégiature, c'est parce qu'elle incarne différents problèmes de société qui sont bien évidemment mis en relief dans l'œuvre. Alors évidemment, si au début les villégiatures étaient pertinentes dans le choix parce qu'elles incarnaient aussi une volonté de cultiver la terre d'une part, mais aussi pour le repos des aristocrates, progressivement elle devient une mode extrêmement dispendieuse dans laquelle va se perdre la bourgeoisie, ou en tout cas une partie des bourgeois les plus pauvres. Et là, je vous renvoie d'ailleurs à la citation que je faisais tout à l'heure des mémoires, dans laquelle Goldoni évoque l'importance de ce souci, puisque la villégiature devient presque un exemple très concret de ce que devient la bourgeoisie italienne vénitienne du XVIIIe siècle. Alors de cette façon, c'est une deuxième piste que je vous propose, il serait intéressant, par extension, d'étudier avec les élèves la fonction sociale et critique du théâtre. En effet, nous avions chez Molière, bien évidemment, un théâtre qui était destiné à châtier les mœurs par le rire. Le théâtre de Goldoni s'articule autour d'une même volonté, sauf que la problématique sociale s'impose de manière beaucoup plus prégnante, parce que justement, toutes les catégories sociales s'imposent sur scène en discutant de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage principal, je le disais tout à l'heure. Alors, de même, dans cette même optique, il s'agit d'étudier aussi la satire présente dans cette œuvre-là, ont toujours eu égard à ce que je disais précédemment concernant la villégiature, et ce qui vous permettrait par ailleurs de voir ensuite avec vos élèves les différents types de comédies, la comédie de caractère, la comédie de mœurs, puisque les pièces de Goldoni sont vraiment des types très intéressants à étudier pour la comédie de mœurs. Par ailleurs, j'ai insisté en première partie sur le fait que Goldoni avait vraiment l'intention de traiter la nature, de traiter l'homme sur scène en étant fidèle au réel. Et ce qui est intéressant justement ici dans cette pièce, c'est qu'au XVIIIe siècle, comme au XXIe d'ailleurs encore, nous avons une trilogie qui va mettre en relief cette hystérie collective, cette sorte de névrose aussi d'une catégorie sociale qui va s'imposer dans des comportements qui vont la perdre. Et à ce titre, justement, vous allez pouvoir progressivement aussi travailler sur d'autres points de la mise en scène, à savoir les nombreux apartés qui s'imposent pour faire en sorte que le spectateur soit concerné par la pièce. C'est-à-dire que la fonction critique ne fonctionne que parce que le spectateur est capable d'entendre le message qui passe derrière l'histoire qui est traitée. S'il y a des personnages auxquels s'intéresser particulièrement dans cette perspective de fonction critique et sociale du théâtre, je vous invite à étudier le personnage de Giacinta notamment, puisqu'elle incarne véritablement cette femme en proie aux conventions bourgeoises, conventions du siècle, qui va donc sacrifier son amour au profit de ces mêmes conventions. Vous avez aussi les domestiques dans la pièce qui sont intéressants parce qu'ils sont là aussi pour remettre de l'ordre un peu dans ce désordre au niveau de la bourgeoisie. Et du coup, on voit bien effectivement que les interactions entre les personnages vont permettre à Goldoni de montrer un petit peu la situation de cette bourgeoisie minée de l'intérieur et névrosée. Au-delà de ces personnages qui sont importants, figurent aussi d'autres éléments dignes d'intérêt, à savoir l'objet au théâtre. En effet, on retrouve souvent dans différentes pièces différents objets qui ne sont pas forcément exploitables du point de vue de la fonction critique du théâtre, mais ici vous allez voir que ne serait-ce que l'importance de la mode va pouvoir mettre en relief les enjeux de la pièce et les intentions qui la gouvernent. En effet, vous allez voir à un moment donné que la robe sur laquelle s'épanchent complètement les deux personnages féminins de la pièce va devenir presque
l'élément symbolique de cette propension des bourgeois à vouloir à tout prix imiter la noblesse. Cette robe s'appelle le mariage, vous verrez par vous-même. Et donc tous ces éléments, tous ces accessoires vont permettre à Goldoni et bien entendu à Thomas Quillardet de mettre en relief cette intention critique, cette satire de la société. Et de même, concernant l'objet et toujours la mode dans ces pièces, vous allez pouvoir constater que les personnages sont quasiment déshumanisés, aliénés, parce que justement l'objet devient leur humanité. C'est-à-dire que la robe qu'ils revêtent, évidemment, va devenir cette catégorie sociale qu'ils tentent d'atteindre. Vous allez voir par exemple à un moment donné Giacinta qui va évoquer la robe, le mariage, en disant qu'elle lui est nécessaire, en utilisant même un superlatif en italien, necessarissimo. Et du coup, ce superlatif pour traiter la robe va vraiment montrer cet amalgame entre l'humanité et l'objet qui va signifier le statut social. Alors après ces premiers aspects qui concernent la fonction sociale et critique du théâtre, peut-être est-il aussi intéressant de voir la construction maintenant de la pièce. En effet, on parlait de trilogie, Thomas Quillardet exploite les 2 premières pièces. Il serait intéressant de voir comment s'opère ce transfert entre la première pièce et la seconde, et voir comment elles s'articulent l'une l'autre. Puisque Goldoni avait affirmé dans ses propos, dans ses mémoires notamment, que ces pièces étaient faites pour être jouées ensemble, mais qu'elles pouvaient aussi être jouées séparément. Alors ici, à ce titre-là, il serait intéressant de voir avec les élèves les différences et les points communs entre la pièce 1 et la pièce 2, entre les 2 parties, et voir aussi comment Thomas Quillardet parvient à concilier à concilier la gravité de certaines situations avec la force comique qui est nécessaire pour faire de cette pièce une véritable comédie. Alors quel est le lien, me direz-vous, entre ces 2 éléments? Il faut savoir qu'en fait, cette structure en 2 parties, en diptyque, va permettre aussi un en aller vers la gravité. C'est-à-dire que si la première partie de la pièce est éminemment comique parce qu'elle va traiter juste le thème de la villégiature, la seconde partie va laisser place à des enjeux différents, à des tensions beaucoup plus importantes. C'est un peu ce qu'on trouve par exemple chez Beaumarchais avec sa trilogie aussi du mariage de Figaro, enfin le Barbier de Séville, mariage de Figaro et la mère coupable, puisqu'on a une gravité croissante dans les 3 pièces. C'est exactement ce qui se passe aussi pour Goldoni. Et de ce fait, la structure adoptée par Thomas Quillardet et par Goldoni va mettre en relief ce tourbillon, cette hystérie dans lequel vont être pris les personnages. Par ailleurs, vous pouvez aussi travailler avec les élèves sur la choralité présente dans la pièce de Goldoni et la mise en scène de Quillardet, évidemment, puisque la deuxième partie laisse place effectivement à des discussions entre différents personnages qui vont prendre de l'ampleur et accentuer encore une fois l'effet comique, tout en laissant place tout de même à une certaine cruauté, une certaine gravité. D'autre part, peut-être est-il aussi intéressant d'étudier la langue adoptée, puisque la deuxième partie de la pièce notamment, va être beaucoup plus rythmée. Et c'est ce rythme de la langue qui va permettre justement ces échappées comiques et aussi créer ce tourbillon riche de tensions. Et là, je pense que l'élève est capable d'être sensible à ce travail de la langue, et du rythme, évidemment. Alors de même, si vous désirez travailler sur des extraits de la mise en scène, ou en tout cas sur des passages que vous avez pu lire en classe, éventuellement voir pendant le spectacle, je vous invite aussi à voir sur Internet différentes vidéos de mise en scène proposées par différents sites, évidemment, vous trouverez très facilement. Il s'agit de mise en scène de Strehler, par exemple, où on a un décor colossal avec une immense cheminée au fond de la scène. Donc là, on est dans les années 70, pardon. Vous avez une mise en scène beaucoup plus récente d'Alain Françon aussi, qui est tout à fait intéressante à étudier, avec des costumes qui n'ont rien à voir avec ceux adoptés par Thomas Quillardet, ou encore la mise en scène de Philippe Adrien, qui offre encore une autre conception, une autre mise en scène de la pièce de Goldoni. Et je pense que ce jaillissement de différentiel peut permettre à l'élève de concevoir, de comprendre le travail d'un metteur en scène. Alors maintenant, d'un point de vue beaucoup plus pratique, pour quitter un peu de la théorie justement et l'analyse purement théâtrale, il serait intéressant aussi de permettre à l'élève de jouer à la façon de Goldoni. Je vous propose de prendre quelques extraits de la pièce, de supprimer la fin et de permettre à l'élève d'improviser autour de cette première base, de ce premier canevas, de manière à ce qu'il puisse se rendre compte aussi du travail des comédiens qui ont assimilé la langue de Goldoni pour ensuite pouvoir la propager à leur façon dans la suite. Et là, par exemple, vous pouvez travailler sur des ladis, sur des effets verbaux, effets corporels, de manière à ce que l'élève aussi soit capable de comprendre ce que c'est qu'un ladzi et l'importance des ladis dans le théâtre de Molière ou de Goldoni d'ailleurs. Pour terminer sur ces pistes pédagogiques, je vous propose aussi, en lecture complémentaire éventuellement, une nouvelle d'Émile Zola, qui n'est pas très connue en soi, mais qui s'intitule aussi La villégiature, donc encore une fois un thème qui va être réexploité au XIXe siècle. C'est une nouvelle dans laquelle Zola s'en prend aussi aux mœurs des petits bourgeois. Et l'on voit encore une fois du coup que ce thème traverse les siècles et qu'il est révélateur d'un statut social, révélateur de défauts d'une société.
Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée au spectacle La villégiature de Goldoni par Thomas Quiardet, spectacle que vous pourrez donc voir les 13 et 14 décembre prochains. Alors n'oubliez pas que si vous désirez plus d'informations concernant le spectacle, vous pouvez me contacter sur mon mail turquet@lephénix.fr. N'oubliez pas, quoi qu'il en soit, qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.